Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Conversation. Je suis Daniel Murgui-Thomas, journaliste TV devenu média trainer. Aujourd'hui, à l'occasion de la deuxième édition du Podcaston, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Ravida, responsable parcours entreprise au sein de la Cravate Solidaire. La Cravate Solidaire, c'est un réseau d'associations présent à Paris et en région qui œuvrent pour réduire les discriminations à l'embauche. Ceci de façon extrêmement pratique via l'accompagnement de personnes en recherche d'emploi et des formations auprès des entreprises pour développer l'inclusion. Bonjour Pauline. Bonjour Daniel et merci de votre invitation. La Cravate Solidaire, une association en loi 1901 à but non lucratif que nous allons découvrir au fil de cet entretien. Une association dont l'idée est née, je crois, dans l'esprit de trois étudiants. Tout à fait. À la base, c'est vraiment une idée de 3 étudiants en école de commerce qui viennent d'horizons variés et qui, au moment de trouver leur premier stage, se retrouvent, vous voyez l'image, trois gars sur les marches du parvis de la Défense en train de parler de foot et d'entrepreneuriat parce que c'est les thématiques qui les animent tous les trois. Et puis en train de regarder tous les banquiers en costume cravate de la Défense passer devant eux et eux de faire émerger leurs problématiques pour trouver un costume pour aller en entretien. Et l'idée, elle a été toute simple. Et si on allait dans ces entreprises, organiser des collectes de vêtements, de tenues professionnelles, pour les redonner à des personnes qui en ont besoin et qui n'ont pas les codes et pas les moyens, puisque la problématique d'acheter un costume, il y a évidemment le coût, mais aussi comment on le choisit. Il y a beaucoup de codes implicites que quand on ne vient pas du milieu professionnel, quand on n'a pas un papa ou un tonton pour nous expliquer comment s'habiller en entretien d'embauche, eh bien, on ne le sait pas et on ne l'apprend pas à l'école. L'idéal est toute simple. Mais elle est géniale Elle est et, géniale. et d'utilité publique. Complètement. Comment ça se passe au quotidien avec ce public qui n'a pas toujours les codes et qui peut être victime de discrimination à l'embauche? À la Cravate Solidaire, on accompagne des publics qui sont prêts pour un entretien d'embauche, qui sont à la fin de leur parcours d'insertion et qui, au moment de passer leur entretien, se retrouvent un petit peu démunis parce qu'ils peuvent avoir peur et ils peuvent avoir conscience ou non de ne pas avoir la bonne tenue et de ne peut-être pas avoir les codes de l'entretien d'embauche. Donc, nous, on accompagne ces personnes-là dans ce qu'on appelle des ateliers coup de pouce. Le but du jeu d'un atelier coup de pouce, c'est vraiment de leur redonner confiance en eux et puis de les préparer à leurs futurs entretiens d'embauche. Pour ça, on est accompagné par une super communauté de plus de 2000 bénévoles sur la France, mais 600 pour Paris, puisque je parle pour Paris aujourd'hui. Des bénévoles qui vont faire du coaching en images et du coaching RH. Nous allons rentrer dans le détail effectivement de l'offre, mais avant un zoom sur votre parcours, Pauline Ravida. Vous étiez vous-même bénévole au sein de l'association, donc ça va m'intéresser de savoir qu'est-ce qui vous avait attiré. Et puis de fait, c'est votre vie professionnelle qui a basculé. Complètement. On peut vraiment dire que ça a été le grand basculement. J'étais pas du tout dédiée à travailler dans le monde associatif. Il y a quelques années, j'étais responsable manager d'une boutique de prêt-à-porter pour hommes. Et au moment du Covid, je me suis retrouvée un petit peu démunie et surtout à beaucoup m'ennuyer. Et donc, je me suis dit que j'allais utiliser ce temps-là pour aider des gens, chose que j'avais toujours eu envie de faire. Mais je me demandais un peu quelles compétences je pouvais mettre en œuvre pour des personnes. Et comme j'aimais l'habillement, j'aimais donner des conseils, et bien tout naturellement, je suis devenue coach en image à la Cravate Solidaire. Et de là est né un coup de foudre et j'ai adoré tout de suite l'assaut, l'état d'esprit, la manière dont on accueillait les bénévoles, les candidats, tout a fait sens pour moi. Et donc, quand un poste s'est libéré, j'ai sauté dans le grand bain. Et donc, ça fait 2 ans et demi maintenant que je travaille à la Cravate Solidaire. Belle histoire de vie professionnelle et d'engagement personnel également, Pauline. Alors, de fait, au cours de cet entretien, je le précise, réalisé via Zoom, vous allez être notre guide au sein de la Cravate Solidaire et notamment dès à présent pour nous raconter comment se déroulent les accompagnements. Alors, on a plusieurs types d'accompagnement. L'accompagnement qu'on fait le plus, et c'est l'accompagnement, le premier accompagnement qu'on a développé à la Cravate Solidaire, c'est vraiment l'atelier coup de pouce,
où en fait on donne rendez-vous à un candidat et on mobilise des bénévoles ce jour-là. Nous, par exemple, dans nos ateliers coup de pouce, on accompagne 10 candidats par jour, en face desquels se trouvent 8 bénévoles. Un atelier coup de pouce, comment ça se passe? Le premier coaching, c'est toujours le coaching en image, puisque c'est par l'image qu'on va reprendre confiance en soi. Et donc, le candidat, il est accompagné par un binôme de bénévoles coach en image qui ont pour terrain de jeu notre dressing solidaire. La mission de ces bénévoles, c'est de trouver une tenue qui correspond au projet pro du candidat et le candidat de s'approprier cette tenue pour se sentir bien, avoir confiance en soi et puis surtout se sentir puissant pour passer ensuite son entretien d'embauche. On ne va pas mettre un costume à tous les candidats parce que c'est le stéréotype de l'entretien d'embauche. Non, non, on va vraiment trouver un terrain d'entente entre quelque chose dans lequel le candidat se sente bien et qui correspond aussi à son projet pro. Alors, il y a cet adage, l'habit ne fait pas le moine. Quand je vous écoute, l'habit fait le gagnant ou la gagnante, car vous insistez sur cet état déjà intérieur. Bien sûr, bien sûr. Il change le costume, pas forcément costume cravate, mais le costume d'entretien. Il change bien sûr le regard du recruteur, mais il change aussi le regard du candidat sur lui-même, en fait, pour avoir la posture du candidat qui va gagner, qui va décrocher son entretien. La reprise de la confiance en soi, c'est vraiment l'objectif numéro un de l'atelier coup de pouce. Ce qui est frappant, c'est que ça reste effectivement extrêmement discriminant, le look. Je crois que c'est à 50% l'un des critères qui explique l'échec d'une embauche. Oui, en effet, il y a plusieurs critères de discrimination en entretien d'embauche, mais l'apparence et l'apparence physique, et en général, ça va dépendre des études, mais c'est toujours dans le top 3 des critères de discrimination. Donc ça veut dire que même si je suis jeune, même si éventuellement j'ai peut-être le diplôme requis ou je ne sais quelle autre qualité, si le look ça le fait pas, ou si peut-être bon, l'apparence ne correspond pas au code de l'entreprise que je pense intégrer, c'est rédhibitoire. Bien sûr, puisque la majorité des recruteurs, je ne donnerai pas de statistiques puisque c'est compliqué de l'évaluer, mais la majorité des recruteurs se font une idée de savoir s'ils vont recruter ou non dans les premières secondes. Puisque à la manière dont quelqu'un est habillé, on va voir plein de choses chez lui, la manière dont il va pouvoir s'adapter avec son équipe, s'il nous ressemble, s'il ne nous ressemble pas. Vraiment, la manière dont on est habillé, ça transcrit plein de choses de soi, de qui on est. Et donc, forcément, c'est très important, et pour soi et pour le recruteur. Là, nous sommes en train, en fait, derrière la présentation des activités de la cravate solidaire, de parler inclusion. Tout à fait. Et pour aller plus loin dans l'inclusion, on ne se contente pas de coacher les candidats de la création d'air juste sur leur look et sur leur apparence physique, mais bien plus, puisqu'on est aussi accompagné par des bénévoles coach RH qui sont RH dans leur vie professionnelle et à la cravate solidaire et qui donnent du temps personnel pour pouvoir coacher nos candidats. Donc, tout de suite après le coaching en image, une fois que le candidat est bien habillé, beau, qu'il a confiance en lui, il passe directement avec sa tenue en coaching RH. Il a face à lui deux coachs RH qui ont pour mission de lui faire passer un entretien blanc. Pourquoi un entretien blanc? Puisque c'est toujours le premier entretien qui est toujours le plus cata, celui où on dit un petit peu des bêtises. Et donc là, c'est vraiment l'opportunité pour le candidat de se tester, de pouvoir poser des questions et de pouvoir se planter s'il le veut, puisqu'il n'y a pas d'enjeu. Le but du jeu, c'est qu'il reparte du coaching RH avec les codes verbaux et non verbaux qu'il va avoir à mettre en place le jour de son vrai entretien, et puis juste qu'il ait confiance en lui. Alors, il y a des coachs en image parmi vos bénévoles, il y a des coachs RH, et une troisième catégorie, celles et ceux qui assurent des missions de mentorat. Tout à fait. Autour de ces ateliers coup de pouce, qui sont vraiment donc l'accompagnement de base de la cravate solidaire, au fur et à mesure des années, on a développé pas mal d'ateliers complémentaires et notamment le mentorat. Alors nous, on n'a rien révolutionné dans le mentorat, c'est de l'accompagnement qui existe dans plein d'associations, mais à la cravate solidaire, on a la spécificité d'accueillir tout type de candidats. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite de cursus scolaire, d'expérience de vie. Toute personne qui pourrait se sentir discriminée en entretien peut passer en atelier coup de pouce et peut être un bénéficiaire de la cravate solidaire. Ce qui fait qu'on, assez spécifiquement sur le mentorat, on va aller accompagner des publics un petit peu plus âgés. Alors, on accompagne tout le monde,
Mais il y a plein d'autres assos qui accompagnent déjà des jeunes. Nous, on peut aller accompagner des publics un petit peu plus âgés dans la recherche d'emploi. Le mentorat, chez nous, c'est 6 semaines à 6 mois. Et puis, un matching entre un candidat et un bénévole. C'est très important pour nous, ce matching. On va venir faire coïncider, bien sûr, des compétences professionnelles que le bénévole va pouvoir mettre au profit du candidat, un carnet d'adresse ou un parcours de vie ou un parcours d'entreprise. Mais aussi, on essaie de faire en sorte que le matching se fasse au niveau perso. On aime bien aller chercher des affinités personnelles, de hobby ou ce genre de choses entre nos mentors et nos mentorés. Ce qui fait vraiment, nous, pour nous, c'est la petite cravate touch, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Justement, le profil de vos bénévoles, il faut avoir au départ une compétence. Tiens, moi, je suis à la logistique en entreprise. Je peux postuler chez vous pour dire je vais faire du bénévolat? Alors, nos coachs, en tout cas, quand on est face aux candidats, c'est sûr qu'on va essayer de faire en sorte qu'ils aient une compétence à mettre à profit du candidat pour cette étape de l'entretien d'embauche. Donc, si on fait de la logistique et qu'on adore les vêtements et qu'on est capable de conseiller quelqu'un pour du coaching en image, tout à fait, venez. Pour nos coachs RH, c'est vrai qu'on demande une expérience significative dans le recrutement, dans le management, quelqu'un qui fait du recrutement au quotidien pour qu'il puisse vraiment apporter ce savoir quand même à nos candidats. Mais on ne demande pas à ce que tout le monde soit DRH loin de là. Surtout qu'en plus, on fait toujours très attention. Comme les coachs sont en binôme, on essaye toujours sur les premières étapes les premiers ateliers coup de pouce. Quand on est novice, on est toujours avec un coach expérimenté pour faire les échanges de bonnes pratiques et faire en sorte que tout se passe bien. Pauline Ravida, à la cravate solidaire, il y a l'accompagnement des demandeurs d'emploi pour réduire la discrimination en embauche, mais il y a aussi, notamment dans le cadre de la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, des formations que vous proposez à destination des entreprises pour recruter sans discriminer, de façon inclusive et engagée. Complètement. Là, on a déjà bien parlé du premier volet d'action de l'association qui est pour justement agir sur les candidats pour faire en sorte qu'ils soient moins discriminés. Mais pour nous, c'est très important d'avoir tout un volet d'action pour les entreprises. Toutes ces actions auprès de nos candidats, elles n'ont de sens que si on arrive à faire bouger les lignes du recrutement en entreprise. Si les recruteurs changent leur regard et leur point de vue sur ces candidats et surtout qu'ils font changer les limites de leur recrutement pour qu'ils soient plus inclusifs. Vous l'avez dit, Daniel, depuis 2017, il y a une obligation de formation à la non-discrimination pour toutes les entreprises de plus de 300 personnes ou les entreprises qui font du recrutement, enfin pour lesquelles le recrutement est leur cœur de métier. Et donc, c'est vrai qu'à la cravate solidaire, cette idée, elle est peut-être venue un peu tard d'avoir un organisme de formation, puisque passer d'une association à un organisme de formation, c'était vraiment un grand pas pour nous. Et en plus, il y a déjà beaucoup de formations à la non-discrimination qui existent sur le marché de la formation. Mais parce qu'il y a un mais, et c'est pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi on est sur ce marché-là, c'est parce qu'on s'est rendu compte, il y a des études qui sont sorties encore en 2023 qui montrent qu'il y a 50% des personnes en entreprise qui ne sont même pas au courant qu'il y a cette loi euh, qui les oblige à se former à l'indiscrimination. Donc c'est toujours un sujet pour nous. Et puis, c'est pas parce que d'autres ont déjà eu les idées de faire des formations là non discret que nous, n'avons pas quelque chose à apporter. Et nous, on s'est dit, ça fait 10 ans qu'on accompagne des publics sur le terrain, donc on a cette expérience de terrain. Et surtout, on est accompagné par une communauté de 2000 bénévoles qui sont professionnels du RH et qui sont là à nos côtés tous les jours. Mettons cette expérience à profit pour créer notre propre formation à la non-discrimination qui a la spécificité donc, de se faire en présentiel, pas en ligne, elle se fait en présentiel, dans nos locaux, dans notre dressing solidaire, et il y a vraiment tout un enjeu il y a une gamification en début de journée où on a tout un parcours où en fait on prend les discriminations d'une personne qui aurait potentiellement été discriminée. Et donc, on va vivre sa petite histoire de recrutement. Soit elle postule pour une formation, soit elle postule pour avoir une évolution de carrière. Enfin voilà, on incarne un personnage qui n'est pas qu'un personnage, puisque ce sont des histoires qui ont été écrites en fonction de cas qui ont été jugés par le défenseur des droits. Ce qui fait qu'à la fin de cette petite expérience de gamification, tout le monde se retrouve
et on va voir si en effet les cas qu'on a subis et qui ont été subis par les autres personnes de la formation ont vraiment été jugés comme des discriminations par le défenseur des droits. Ça nous permet de poser tout le cadre légal qu'il y a autour de la lutte contre les discriminations, qui peut être un peu rébarbatif, on ne va pas se mentir, mais là on le fait de manière ludique pour que les gens comprennent bien et pour qu'on s'en souvienne surtout. Donc ça, c'est toute la matinée. Et le deuxième module de l'après-midi, c'est vraiment pour aller comprendre que la discrimination, ce n'est pas un acte malveillant et conscient. On est tous discriminants. On fait tous de la discrimination sans s'en rendre compte au quotidien. C'est quelque chose qui est sociétal, qui est en nous. Le but du jeu, c'est d'aller comprendre le mécanisme de la discrimination, notamment en parlant de biais cognitifs. Et puis, quand on a compris le mécanisme de formation, d'aller un petit peu décrypter ces pratiques de recrutement ensemble avec d'autres recruteurs, puisqu'il n'y a que des recruteurs à cette formation, pour aller justement faire évoluer ces pratiques. Y a-t-il simplement quelques signaux que vous pourriez nous rappeler et qui nous renverraient à davantage de raisons au moment éventuellement d'écouter quelqu'un lors d'un entretien d'embauche? Je pense que plus que des signaux, il faut en amont aller identifier ce qui pourrait nous pousser à discriminer. C'est-à-dire que plutôt que de discriminer une réponse à une question, d'aller plutôt questionner les questions qu'on va poser à un candidat et ou la manière dont on va le choisir. Il vaut mieux s'interroger, à mon sens, sur ses propres pratiques plutôt que sur l'interprétation qu'on va avoir des réponses. Par exemple, il y a beaucoup de recruteurs, surtout dans les grosses entreprises, il y a un pôle de recrutement. Et donc, en fait, ce sont des personnes chargées du recrutement qui vont recruter pour d'autres postes. Donc, parfois, ils vont avoir une connaissance un petit peu limitée, par exemple. Et donc, on va leur donner des critères à cocher pour des candidats. Et puis, forcément, au fur et à mesure que le temps passe, on ne remet pas en question les critères qu'on va demander à un candidat sur un niveau d'expérience ou sur un diplôme demandé. Et puis, en fait, le poste bouge, évolue. Et donc, on continue à demander les mêmes critères, alors qu'en fait, il n'y a peut-être plus besoin d'avoir la même expérience ou les mêmes diplômes. Ça va être le genre de pratique de recrutement vraiment en interne et en amont qu'il faut étudier. Parfois, on va aussi peut-être avoir tendance à recruter toujours un petit peu les mêmes profils. On se dit, cette personne faisait très bien son travail à ce poste-là, il s'en va, je vais essayer de recruter une personne qui lui ressemble. On ne s'en rend pas compte, mais on se dit, ah oui, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai que cette personne, elle fait du rugby comme celle d'avant. Oh, bah, ça doit être que c'est un gars sociable et solaire, comme son prédécesseur, quoi. Ouais, ça va le faire, c'est sûr, en oubliant de regarder d'autres choses. Et le fait d'embaucher quelqu'un qui nous ressemble, ça existe, ça? Bien sûr, bien sûr. Surtout, je pense, si on est le recruteur qui va intégrer la personne, puisqu'on se dit qu'on va forcément trouver des affinités avec cette personne et que ça va être plus simple. Je pense que naturellement, on se dit que recruter quelqu'un qui nous ressemble va faciliter l'intégration et ensuite après la manière dont on va travailler ensemble. Mais ça, c'est vraiment à questionner et à mettre en question, mais d'un point de vue global d'une entreprise, puisqu'en fait, il y a plein d'études qui sont sorties. Je peux notamment citer une étude sur la performance McKinsey en 2020 qui nous disait que les entreprises qui affichent une diversité ethnique et culturelle forte ont des performances économiques qui sont 30% supérieures à la moyenne de ses concurrents. Donc, oui, recruter des gens qui nous ressemblent, ça rassure, mais en fait, pour une entreprise, c'est pas du tout performant. Donc, c'est à remettre en question. J'ai entendu tout à l'heure qu'une formation se déroule dans vos locaux, dans votre dressing, mais j'ai envie de dire lequel, car vous êtes présent à Paris, mais également en région. Tout à fait. La Cravate Solidaire, c'est un réseau d'associations. À la base, l'asso, elle est parisienne, mais depuis 2015, il y a l'essaimage de la Cravate Solidaire partout en France. Et donc, on est présent dans 14 villes et territoires en France, sachant que là, de plus en plus de cravates solidaires ont aussi des dressings mobiles. Nous, à Paris, on a des cravates mobiles qui se déplacent dans le 93 et 95. Mais par exemple, à Lille et Bordeaux, et Le Mans aussi, je ne vais pas les oublier, ils ont aussi leurs cravates solidaires qui se déplacent en région, dans des territoires plus ruraux, en tout cas pour ces territoires-là. Alors, nous arrivons au terme de cet entretien.
Pauline Ravida, les entreprises qui voudraient s'engager avec la cravate solidaire, elles le font comment? Alors, elle me contacte puisque je suis la bonne personne. Moi, je suis responsable des partenariats avec les entreprises. Donc, ma mission du quotidien et de toute l'équipe que j'ai à mes côtés, c'est d'engager les entreprises et les collaborateurs dans des événements solidaires et dans du coaching aussi pour pouvoir soutenir les actions de la cravate. Donc, nous, toute l'année, de quoi on a besoin pour faire tourner nos ateliers coup de pouce? On a besoin de vêtements, bien sûr, pour donner aux candidats des vêtements de bonne qualité et en quantité. On a besoin de coachs, de bénévoles pour nous aider à trier les vêtements et coacher les candidats. Et puis, on a besoin, bien sûr, du soutien financier des fondations et des entreprises qui, comme nous, ont ces valeurs d'inclusion et de lutte contre les discriminations. Et donc, on fait une synergie de nos énergies, justement. Qu'est-ce qu'on peut organiser avec la cravate solidaire? On peut organiser des collectes de vêtements. L'année dernière, par exemple, on a collecté plus de 50 tonnes de vêtements à Paris, entre les dons de particuliers, les collectes en entreprise et le don en nature d'entreprises qui nous donnent leurs invendus. Ça fait 50 tonnes, donc c'est super. On a bien sûr besoin de personnes pour nous aider à les trier, donc on peut organiser des tris. Nous, on a tendance à les organiser un petit peu comme des team building. On se regroupe avec des personnes de son équipe ou de son entreprise et on vient aider pendant l'après-midi la cravate solidaire à trier les vêtements. Et puis, on peut aussi faire des partenariats beaucoup plus globaux où les entreprises deviennent mécènes de la cravate solidaire. Et donc, dans ce cas-là, c'est tout le package. On appelle ça le parcours cravate. Et vous pouvez organiser une collecte, organiser des tris et surtout mobiliser vos collaborateurs en tant que coach. Dans mon équipe, il y a 2 personnes qui sont chargées d'animer cette communauté de bénévoles qui viennent sur leur temps de travail, puisque c'est assez spécifique quand on fait du mécénat de compétences, qu'on n'a jamais été bénévole dans une association. Se retrouver face à un candidat de la cravate solidaire, ça peut être très déstabilisant. Donc, ces 2 personnes, Isabelle et Martine, pour les nommer, sont chargées déjà de faire en sorte que l'atelier coup de pouce corresponde à l'agenda professionnel du bénévole, qui puisse s'engager individuellement à ce moment-là, qu'il ait avec lui un bénévole de la cravate solidaire formé et compétent pour pouvoir répondre à ces questions. Et puis, de aussi faire en sorte qu'il ait envie de revenir. Donc, on va l'accueillir, on va lui demander si ça s'est bien passé, on va faire des portraits pour pouvoir communiquer sur son engagement sur nos réseaux sociaux et en interne dans l'entreprise pour faire une belle synergie de velléité, de volonté et qu'on vienne vraiment matcher les besoins de la cravate et la politique RSE de nos entreprises partenaires. Pour conclure, Pauline Ravida, si en information pratique, je donne lacravatesolidaire.org. Tout est dit? Tout, puisqu'il y a tout pour nous trouver dessus. Il y a un petit formulaire si vous avez envie de nous soutenir avec la taxe d'apprentissage, avec la formation, avec une collecte, avec un parcours cravate, avec du mécénat. Vous avez un petit formulaire, vous nous contactez et puis il y aura forcément la bonne personne de chaque équipe qui va vous recontacter pour comprendre vos besoins, vos volontés et nous, nos besoins et nos volontés à nous pour essayer de faire des partenariats qui durent, qui ont de l'impact, qui changent et surtout qui luttent contre les discriminations. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien, Merci Pauline Daniel. Ravida. À bientôt. À très vite. Voilà, c'est la fin de cet entretien avec Pauline Ravida, responsable parcours entreprise au sein de l'association La Cravate Solidaire. Pour découvrir leur offre de formation ou comment mettre en place du mécénat de compétences, une seule adresse, lacravatesolidaire.org. Quant à moi, si vous souhaitez réussir vos prochains recrutements sans être soumis aux biais cognitifs, je vous invite à découvrir comment définir un profil de poste avec l'outil RH Arc-en-Ciel Disque. Toutes les infos sont sur mon site mediatraining-formation.fr.